Voici Clotilde, la Parisienne. Elle a un mari, Duménil, un amant, Lafont, un deuxième amant, Simpson. Elle joue avec eux, se joue d'eux, s'en moque parfois, leur ment souvent et les séduit toujours. Clotilde, la Parisienne, imaginée par Henri Beck il y a un siècle et incarnée aujourd'hui au Théâtre de l'Atelier par Nathalie Baye, a fait scandale à l'époque. Aujourd'hui, Clotilde amuse, attendrit quelquefois et ne parvient pas à choquer, même lorsqu'elle trompe tout à la fois son mari et ses amants. Effet d'image? Sans doute. L'image de Nathalie Baye, elle a beau jouer, et elle le joue bien, le rôle de Clotilde, l'infidèle. Elle ne réussit pas à la rendre antipathique, mais au fond, pourquoi le serait-elle? Pourquoi les hommes volages auraient-ils le statut flatteur de séducteur et les femmes gourmandes le statut dégradant de garce? Cette question aurait paru anachronique, hérétique, il y a un siècle. Elle ne l'est plus aujourd'hui, signe des temps. Bonsoir, très chère contemporaine Nathalie Baye, merci d'être avec nous dans ce 20h de Paris Première en direct. Pas trop de mal pour venir? Non, ça a été. Malgré les embouteillages? Non, ça va là maintenant. Ça va mieux. Ça se calme, ouais. Ça se calme. Ouais. Vous en avez souffert au Théâtre de l'Atelier? Ah oui, et des grèves et oui, des... Oui. C'est terrible parce qu'on a commencé, les pièces qui avaient commencé plus tôt, disons une dizaine de jours avant le démarrage des grèves, avaient le temps de s'installer, tandis que nous, on a commencé le spectacle et pratiquement une semaine plus tard, paf, les grèves. Donc ça brise un peu les ailes d'un spectacle. Et là, il faut s'accrocher. Ça brise les ailes, mais vous allez continuer de Ah oui, de absolument, voler parce qu'en même soir. temps, cela dit, il y avait une chose qui était assez émouvante et forte, c'est que les spectateurs qui venaient, ils avaient tellement de mérite d'avoir traversé Paris, d'être venus nous voir, qu'on avait envie de les choyer. Je pense qu'on a... Oui, on n'a jamais, tous les acteurs de la pièce et moi-même, eu envie, on a toujours eu envie d'y aller, quoi. En tout cas, je le confirme. Je le confirme et ça installe même une sorte de microclimat dans la salle, avec une relation très forte entre le public moins nombreux, oui, à voilà. cause des embouteillages et à cause des grèves, et les acteurs qui continuent de jouer d'ailleurs comme s'ils avaient des millions de personnes. Voilà. Alors, on va vous aider parce qu'on veut vous aider. Ça se passe au Théâtre de l'Atelier, Oui. c'est place Charles Dulin, Voilà. métro. Métro Blanche ou Abbesse. Ou Abbesse. Et c'est un théâtre, parce que moi j'avais déjà joué en 86 dans ce théâtre. C'est un théâtre merveilleux qui a un passé grand, fort, lumineux, le Charles Dulin. Et c'est un théâtre qui, en principe, est très connu des Parisiens et même des personnes qui... Il y a pas mal de personnes, même si des provinciaux qui se disent « Ah, ils vont peut-être faire une tournée », mais ils ont envie de venir à Paris voir le spectacle. Alors, ça s'appelle la Parisienne. Et, avant d'en parler plus longuement, extrait. Ouvrez ce secrétaire et donnez-moi cette lettre. Non. Ouvrez ce secrétaire et donnez-moi cette lettre. Je ne le veux pas. D'où venez-vous? Ah, c'est autre chose maintenant. Oui, c'est autre chose. Je vous demande d'où vous venez. Je vais vous le dire. Je voudrais que vous regardiez en ce moment pour voir la figure que vous me faites. Vous n'êtes pas beau, mon ami. Vous me plaisez mieux dans votre état ordinaire. Où irons-nous, mon Dieu, si vous perdez toute mesure pour un méchant billet que le premier venu peut-être m'a adressé? Ouvrez ce secrétaire et donnez-moi cette lettre. Mais vous allez la voir. Vous devez penser que des scènes comme celle-ci, si elles se renouvelaient fréquemment, me détacheraient bien vite de vous. Je ne pourrais pas, je vous en préviens, subir un interrogatoire chaque fois que j'aurai mis le pied dehors. D'où venez-vous? Mais tâchez d'être logique, au moins je vous le conseille. Il n'est pas probable que je quitte quelqu'un et qu'en rentrant chez moi, je trouve un mot de lui. Ouvrez ce secrétaire et donnez-moi cette lettre. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Je n'en ai pas l'air. Vous me soupçonnez alors? C'est plus probable. Vous le voulez. Vous l'exigez, vous me le commandez. C'est bien. Ouvrez vous-même. Mais allons, ramassez donc et allez ouvrir. Quand on a commencé, on va jusqu'au bout. On montre qu'on est un homme. Prenez bien garde à ce que vous allez faire. Si vous touchez ces clés du bout des doigts, ce n'est pas moi qui le regretterai, ce sera vous. Reprenez vos clés. Ça augmente, vous savez. Qu'est-ce qui augmente? Le mal est en progrès, je vous en avertis. Quel mal? Je m'étais bien aperçu déjà que vous me surveilliez et je riais de la peine que vous vous donniez si inutilement.
Jusqu'ici, cependant, il n'y avait rien à dire, c'était de la jalousie. Mais une jalousie aimable, celle qui flatte l'amour-propre d'une femme et dont elle s'amuse. Vous venez de passer à l'autre, la jalousie stupide, grossière, brutale, celle qui nous blesse profondément et que nous ne pardonnons jamais deux fois. Alors, c'est le début de la pièce mise en scène par Jean-Louis Benoît. Et là, il y a un petit suspense parce qu'on croit que c'est une scène de mari jaloux. Oui, tout à fait. Et il y a une surprise. On l'a dit ou pas? Moi, je crois qu'on peut la dire parce que ça développe pas quand même. Oui, voilà, et ça permet même de mieux comprendre. Oui, c'est une scène de mari jaloux et la réaction du public est toujours assez. Il y a un moment où ils rient et en même temps ils sont étonnés parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas le mari mais c'est l'amant. Qui est encore plus jaloux. Qui est encore plus jaloux que le mari. Alors, il est impossible. C'est André Marcon qui joue. Voilà. Qui joue l'amant. Qui joue l'amant et Jean-Marie Wendling qui joue le mari. Alors, qui joue le premier amant. Vous n'avez qu'un mari dans la pièce. Je n'ai qu'un mari et j'ai deux amants. Au moins deux amants. Voilà, au moins deux amants. Mais c'était un peu je pense que Henri Beck voulait que c'est un peu le même homme, si vous voulez. Le mari et l'amant, il y a un doublé. L'amant, le premier amant, il y a un doublé. Ils sont un peu interchangeables tous les deux. Parce que je pense que cette femme, elle lutte contre une certaine morosité dans sa vie et elle a besoin de s'étourdir et de séduire pour se rassurer. C'était une époque où les femmes ne se mariaient pas toujours par amour, c'était des mariages de raison. Il y avait parfois des mariages de raison qui duraient beaucoup plus longtemps que nos mariages maintenant, qui sont soi-disant des mariages d'amour. Mais parfois, ça devait être douloureux et pour s'occuper et ne pas tomber dans une véritable morosité, mais il n'y avait que des histoires peut-être extra-conjugales qui pouvaient les tenir en éveil. Et elle a une liberté de ton, notamment à l'égard des hommes, qui a fait scandale à l'époque. Ah oui, la pièce d'Henri Beck a choqué. C'était en 1885. Voilà, c'est ça. Mais c'est une pièce que j'ai eu envie de jouer parce que je la trouve d'abord par son écriture formidable. C'est une écriture qui reste très moderne. Et c'est une pièce qui est assez... C'est un mot qu'on n'utilise plus, mais c'est assez rosse, assez méchant. Il y a quelque chose de méchant, de rosse et en même temps de drôle. C'est caustique, c'est drôle et en même temps il y a quelque chose d'assez douloureux. Moi je trouve que c'est une pièce très fine. Alors évidemment, c'est pas l'amant dans le placard, hein. C'est pas le côté vaudeville où il y a les amants dans le placard, comme dans Feydeau, paf, on ouvre un placard. C'est la place du lin, c'est pas le voilà. Hein. Mais il y a des côtés... Il y a des côtés assez vaudeville, effectivement, parce que ce deuxième acte, elle est toujours entre tous ces hommes. Elle essaye quand on a beaucoup d'hommes dans sa vie, il faut s'organiser et essayer de... Elle dit toujours, on est toujours au bord d'une catastrophe. Et c'est vrai, on est toujours au bord d'une catastrophe. Et donc, elle se débat là-dedans. Et la manière dont elle se débat me touche et m'amuse. Mais alors, elle est garce dans la pièce, puisqu'elle se joue comme ça de tous ces hommes. Mais l'esprit que vous donnez à votre rôle ne la rend pas antipathique. Oui, parce que... Est-ce que c'est vous qui l'avez voulu? Est-ce que c'est Benoît, le metteur en scène, qui l'a... c'est ni Benoît, ni moi. Enfin, moi, je pense que pour suivre un personnage comme ça sur 1h30, il faut l'aimer quand même. Et puis, le côté garce ne veut pas dire... D'être une garce ne veut pas dire d'être quelqu'un d'antipathique. Elle est garce et en même temps, elle est pleine de paradoxes et de contradictions. Voilà, ce ne sont que des contradictions. Elle est menteuse et sincère. Elle est bonne épouse et infidèle parce qu'en même temps, elle est formidable pour son mari. Elle a de l'ambition pour lui. Elle le console quand il ne va pas. Elle reste là. C'est une femme de devoir. Elle est garce et en même temps, elle a du cœur. En même temps, elle les aime, ces hommes. Elle les aime. Je pense que ces hommes, sans elle, auraient une vie relativement triste. Elle met de la vie. Alors voilà, je la défends et je l'aime bien. Vous avez dit écriture moderne. J'ai dit que la pièce avait choqué à la fin du 19e siècle, mais aujourd'hui, ah non, mais quand une jeune femme qui aurait... Est-ce que ça choquerait aujourd'hui? Non, plus maintenant. Ça choquerait pas dans des pas la grandes... parisienne. Voilà, ça choquerait pas dans des villes comme Paris, certainement, parce que bon, d'abord, il y a plus de liberté, on tire moins de conclusions sur la vie des gens. Parfois moins d'hypocrisie. Moins d'hypocrisie, parfois. Mais je pense qu'en province, dans certaines petites bourgades de province, vous savez, des hommes qui ont des aventures, bon, on ferme les yeux, c'est normal, ce sont des hommes. Une femme, si on lui soupçonne quelque chose, on la traite de tous les noms. Là, il y a une injustice. Voilà, là, il y a une injustice qui est
je ne prône pas l'infidélité, mais bon, pourquoi les hommes auraient plus le droit d'avoir des histoires extra-conjugales que les femmes, après tout. Comme dit joliment le Parisien, qui vous consacre une large page aujourd'hui, à la Parisienne, on aurait pu intituler aujourd'hui la pièce « La provinciale ». Oui, il y a quelque chose de provincial chez cette femme, et puis en même temps, je pense que il y a des Parisiennes qui ont aussi une âme de provinciale. Je sais, ça ne veut plus dire grand-chose, parce qu'il y a des preuves. Mais c'est vrai, il y a quelque chose comme ça, un petit peu décalé, disons. Et on retrouve la Parisienne dans quelques instants en direct Porte-Maillot. Buenos días, Paris. Bonjour, Paris. Voici Pensé et dessiné par France Télécom, Amaris 155. Pour 650 francs, vous avez un téléphone sans fil, mémoire 10 numéros, garantie 2 ans par France Télécom. Amaris 155, le téléphone sans fil par France Télécom. L'âme du gospel, lumière du peuple noir. 27 titres sur un double CD à prix spécial. Rendez-vous au spectacle. Traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. D'Edith Piaf à James Brown, les stars ont défilé, les spectateurs ont applaudi, ils ont même cassé des fauteuils. Le musical du boulevard des Capucines est entré dans la légende et Bruno Cocatrix a régné 25 ans sur l'Olympia. Olympia 25 ans première partie, vendredi à 21h. Et on retrouve notre invitée en direct, Nathalie Baye, qui joue La Parisienne au théâtre de l'Atelier dans le 18e arrondissement. Vous êtes une très jeune femme, vous avez fait de très nombreux films, plus de 30 je crois. En plus, je crois. Enfin, oui, il y a aussi plein de films avec des petits rôles au début. Donc, beaucoup plus de 30, mais vous avez peu joué au théâtre, à peine 6 pièces. Oui, mais c'est drôle parce que je me préparais en sortant du conservatoire à faire plus de théâtre que de cinéma, et puis le cinéma m'a happé. Mais j'ai autant de plaisir à faire l'un que l'autre. J'ai pas de préférence. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une accélération? L'année dernière, vous jouiez Marivaux. Non, il y a 2 ans. 2 ou 3 ans, je crois. Oui, 2 ans, oui. C'est un peu le hasard, à vrai dire. Là, c'était assez idéal parce que j'ai alterné cinéma, télévision. C'est un peu le hasard. C'est le désir de jouer une pièce ou l'opportunité de faire quelque chose. Et vous éprouvez des sensations différentes selon que vous vous trouvez devant une caméra ou... Oui, des sensations différentes et que j'aime bien leurs différences, si vous voulez. Le théâtre, avant de commencer une pièce, j'ai un trac terrible, très violent, c'est quelque chose de pratiquement paralysant. Mais ce que j'aime dans le théâtre, c'est ce côté vivant. C'est-à-dire que quand vous faites du théâtre, le temps, demain, aujourd'hui c'est lundi, c'est relâche, mais demain, hop, on recommence, c'est vivant, il y a le public qui est là, et on communique tout de suite, il y a quelque chose de... Mais il y a quelque chose de douloureux aussi, c'est qu'une fois qu'une pièce est finie, elle est finie, elle n'existe plus, il n'y a plus de reste. Un film, il y a un plaisir à jouer avec la caméra, il y a un plaisir, il y a un rapport très sensuel avec la caméra, quelque chose de très fort comme ça, puis la caméra vous vole aussi des choses auxquelles on ne contrôle pas tout, puis c'est bien de se laisser voler des choses. Parfois, il peut y avoir des émotions que la caméra vous vole sans que vous vous en aperceviez. Ah oui, absolument, mais moi j'adore ça. Alors qu'au théâtre, vous maîtrisez plutôt votre propos. Oui, on maîtrise les choses, on est le commandant d'un navire. Sur un bateau, non, on est un des matelots. Alors, avec un film. Alors, commandant Marivaux, il y a 2-3 ans, c'était en 92-93, oui. Avec les fausses confidences, extrait. Je ne suis plus si fâché de la tromper. Vous avez donc vu ma mère? Oui, madame, il n'y a qu'un moment.
Elle me l'a dit. Il voudrait bien que j'en eusse pris un autre que vous. Il me l'a paru. Oui. Mais ne vous embarrassez pas. Vous me convenez. Je n'ai point d'autre ambition. Parlons de ce que j'ai à vous dire. Mais que ceci soit secret entre nous, je vous prie. Je me trahirais plutôt moi-même. Je n'hésite pas non plus à vous donner ma confiance. Voici ce que c'est. On veut me marier avec monsieur le comte d'Orimont. Pour éviter un grand procès que nous aurions ensemble au sujet d'une terre que je possède. Je le sais, madame, et j'ai le malheur d'avoir déplu tout à l'heure là-dessus à madame Argante. Et d'où vient? C'est que si dans votre procès vous avez le bon droit de votre côté, on souhaite que je vous dise le contraire, afin de vous engager plus vite à ce mariage, et j'ai prié qu'on m'en dispensât. Que ma mère est frivole. Votre fidélité ne me surprend point, j'y comptais, faites toujours de même. Et ne vous embarrassez pas pour ce que ma mère vous a dit, je la désapprouve. A-t-elle tenu quelques discours désagréables? Il n'importe, madame, mon zèle et mon attachement en augmentent, voilà tout. Voilà aussi pourquoi je ne veux pas qu'on vous chagrine et que j'y mettrai bon ordre. Mais qu'est-ce que cela signifie? Je me fâcherai si ça continue. Comment donc? Vous ne seriez pas en repos? On aura de mauvais procédés avec vous parce que vous en avez d'estimables? Ça serait plaisant. Madame, par toute la reconnaissance que je vous dois, n'y prenez point garde. Je suis confus de vos bontés et je suis trop heureux d'avoir été querellé. Je loue vos sentiments. Mais vous faites comment avec ce bruit? Je ne dis pas Vous avez vu, insupportable parce j'ai que... bafouillé parce que c'était, si vous voulez, au théâtre, avant les générales, les premières représentations, il n'y a bien entendu pas de photographe parce que c'est très très déconcentrant. Donc il y a un filage, on joue la pièce exclusivement pour les photographes. Comme une répétition. Comme une répétition, c'est une répétition photographiée. Donc ça, ils passent leur temps à mitrailler, c'est terrible. C'est souvent des épreuves terribles. Enfin, on se dit que si on arrive à jouer une pièce dans des conditions comme ça, même le public le plus épouvantable voudrait pouvoir y arriver. C'est une vraie répétition. Vous qui paraissez, je dis bien qui paraissez pudique, en tout cas qui dans la perception qu'on peut avoir de vous, dans votre vie publique, paraissait très pudique, repliée. Comment faites-vous pour jouer comme ça au théâtre devant un public qui vous regarde, j'allais dire en chair et en os? Il n'y a pas l'écran qui fait écran. Oui, mais d'abord, dans ma vie, je suis plutôt pudique parce que c'est moi. J'ai de la pudeur pour moi, j'ai pas besoin de me... Oui, je trouve que vivons le secret, quelque chose qui est assez agréable en définitive. C'est assez douillet de vivre dans une vie un peu secrète. Mais quand on joue, on interprète un autre personnage, on est quelqu'un d'autre, et ça, le public est nécessaire. Au contraire, le public vous porte. Le public, c'est incroyable ce que le public peut nous donner quand on est sur scène. Je ne sais pas, il y a quelque chose de... Très souvent, avant qu'un rideau se lève, surtout dans les premières représentations, j'ai très peur, j'ai un vrai trac, et je sens le public derrière, et je sens une forme d'amour, je sens une chaleur. Les gens sont venus, se sont déplacés, sont venus pour nous voir, sont venus pour me voir, et cette chaleur, eh bien, elle m'aide, elle me fait du bien. Et au contraire, on a envie d'abandonner tout, quoi. On a envie d'y aller. Parfois, des acteurs disent je me suis complètement identifié au personnage que j'incarne, ou sur scène, ou à l'écran. Vous, ce n'est pas votre cas. Il y a Clotilde, la Parisienne. Vous jouez le rôle de Clotilde, mais vous vous détachez dans une certaine mesure. Ah oui, tout à fait. Moi, je suis très très loin de Clotilde. Je suis quelqu'un... Clotilde est une femme qui aime séduire, et tout le monde aime séduire. Les femmes, les hommes, les acteurs, d'autant plus, on a besoin de séduire. Mais je ne suis pas... c'est une femme qui peut faire des compromis. Moi, je suis incapable de faire des compromis. Je suis très entière. C'est une femme qui a une grande organisation comme ça. Moi, et un grand désordre intérieur. Moi, je suis très différente de cette femme-là. Mais c'est pour ça que j'ai eu envie de la jouer. Il y a des choses qui me touchent. Il y a des choses... Il y a fatalement des petites choses dans lesquelles je la comprends, et peut-être qu'il y a des points communs. Mais en même temps, je suis absolument différente d'elle. Et c'est ça qui est amusant, de jouer quelqu'un très proche de moi, ça m'intéresse pas du tout. Tout à l'heure, quand on évoquait ces allers-retours entre le cinéma et le théâtre, des allers plus fréquents évidemment vers le ciné, est-ce que c'est pas lié à un bon et un mauvais souvenir au tout début de votre carrière? Vous avez joué quasiment en même temps Galapagos au théâtre, avec Depardieu, et puis La Nuit américaine, à quelques mois près. Oui, c'est vrai, j'ai commencé... Mais là, les deux sont arrivés. Alors, Galapagos, c'était un bon souvenir parce qu'il y avait des acteurs comme Gérard Depardieu et Blier. Et bon, c'était pour une toute jeune actrice comme ça. Depardieu n'était pas connu du tout à l'époque. Il n'avait pas encore fait Les Valseuses, rien du tout. Mais on sentait un acteur magnifique qui allait éclater. Et bon, mais ça a été un flop
retentissant, retentissant. Mais on s'amusait beaucoup. Il y avait un... Et puis le cinéma, alors là, la nuit américaine, moi, le cinéma, c'était quelque chose de tout à fait magique, très lointain, un monde absolument infranchissable. Et de commencer avec Truffaut et un film sur le cinéma, évidemment, c'est la grande chance. Bon, mais cette magie, elle perdure et elle traverse comme ça les années. On va voir un extrait qu'on a voulu long, délibérément. Alors, Cursal, le parrain, Rexy, le parrain, Forum, le parrain, dis donc, il n'y a que ça, hein. Il paraît que tous les autres films se ramassent. Dis donc, à propos de parrain et de filleule, t'as vu le garçon qu'Alexandre attendait depuis le début du film? Il a déjoué tous les pronostics, hein. Tout le monde s'attendait à une petite Lolita et c'est un ravissant Lorenzo qui débarque de l'aéroport. Dis donc, je pense à quelque chose. Si on se servait de lui pour la scène de l'accident de bagnole de Pamela? Mais tu es complètement folle, c'est pas possible, c'est une scène vraiment dangereuse, il faut un vrai cascadeur pour faire ça. Non, écoute, reprenons la cuisine. Alors, dans la nuit, Alexandre retrouve sa belle-fille dans la cuisine. Pourquoi dans la cuisine? Ça ne peut être que dans la cuisine. Il faut éviter le côté louche, tu comprends? Enfin, voilà, j'ai fait un premier jet, mais je suis pas emballé. Alexandre, vous savez ce qui nous arrive, n'est-ce pas? Pamela, je crois que oui. Mais je crois que oui, c'est très mauvais. Pamela doit être sûre qu'elle est amoureuse de son beau-père, autrement le personnage paraîtra trop mou. Dans cette scène, ça fonctionne pas, il manque une idée. Pourquoi tu téléphones pas à Jean-Marius pour t'aider? J'y ai pensé, mais il n'est pas à Paris, il est au Japon. Il écrit une adaptation de Premier amour de Turgenev, transposée dans le Japon moderne, c'est une idée formidable. Bon, en tout cas, c'est une meilleure idée que Pamela, j'aurais mieux fait de faire ça, tu vois. Hein? On peut faire des films avec n'importe quoi, hein. On peut faire des films avec Kissinger, Mission fructueuse, la greffe cardiaque, le bijoutier qui blesse sa femme d'un coup de feu. Moi, écoute, mon vieux, au boulot, hein. Tu dictes et je tape. Oui. N'oublie pas que t'as promis à Julie de lui donner son dialogue ce soir. Bon, alors on reprend la cuisine, hein, et on supprime alors tout le côté honteux, mauvaise conscience des personnages. Ils savent très bien ce qu'ils font, ils sont conscients, ils acceptent cette idée qu'ils vont quitter la maison comme des voleurs. Du reste, Pamela pourrait dire ça dans le dialogue. Partons comme des voleurs. Je crois que dans cette scène, il faut absolument montrer la lucidité de Pamela. Elle aimait le fils, elle ne l'aime plus et elle tombe amoureuse du beau-père. Il faut absolument que ce sentiment passe. Oui, d'ailleurs, c'est très bien dit, c'est très bien expliqué par Julie. Regarde son interview à l'aéroport d'Orly ce matin, là. Bon, c'est l'histoire d'une fille qui s'aperçoit que le garçon qu'elle a épousé n'est que le reflet de son père et que la vraie personnalité, c'était le père. Ben voilà, elle est la seule à avoir compris le scénario. Ouais. Pourquoi? Ben, évidemment parce que sa mère est une actrice célèbre, mais aussi parce qu'elle travaille, elle vit à Hollywood. Hollywood est plein de fils de gens célèbres qui s'efforcent d'être à la hauteur de leurs parents, les Fairbanks, les Barrymore et tout ça. Bon, alors on y va. Alexandre, vous savez ce qui nous arrive, n'est-ce pas? Merde, téléphone. Monsieur Ferrand? Oui? Mademoiselle Dominique vous demande, je peux lui dire de monter chez vous? Qu'on peut évidemment revoir en vidéo. Vous êtes ému, hein? Ouais, c'était un film, c'était un souvenir formidable, quoi. C'était un souvenir formidable parce que c'est un film formidable, c'est un film qui ne démystifie absolument pas le cinéma et en même temps on apprend des tas de choses sur le cinéma, ça reste très magique. C'était le fait de jouer avec Truffaut. Comment ça s'est passé la rencontre avec lui? Comment vous est-il Écoutez, je sortais du conservatoire et Truffaut cherchait la comédienne pour faire la Script Girl. Je crois qu'il en avait vu beaucoup. Et un jour, j'étais avec mon agent qui venait de m'engager, rue Marbeuf. Il y avait l'assistante de Suzanne Schiffman, qui était sa Script Girl et qui était son assistante, qui était devenue son assistante, qui m'a vue dans la rue avec Serge Rousseau, qui était mon agent, et elle a dit à Serge Rousseau, mais pourquoi tu ne m'as pas présenté la fille avec qui tu as déjeuné pour la Script Girl? Et ça s'est fait comme ça. J'ai rencontré Truffaut, la première fois qu'il m'a vu, il m'a dit non, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Alors je suis très déçue. Il m'a dit, mais revenez quand même pour une lecture demain. Je suis revenue, il m'a fait lire une petite scène, il me donnait la réplique, j'étais morte de trouille, je devais être très mauvaise. Mais bon, il m'a dit, ça va être... Morte de trouille, ça se voit pas. Vous avez un culot, là. Vous êtes oui, mais toute ça, jeune c'est... Alors comédienne. bon, là, c'était... Oui, mais ça, vous savez, après, ce personnage... c'est très drôle parce que, comme j'avais pas du tout d'expérience, il y avait les acteurs dans La Nuit américaine qui jouaient les acteurs et les acteurs qui jouaient les techniciens. Et moi, j'étais persuadée que les acteurs, c'était ceux qui jouaient les acteurs. À la limite, j'avais l'impression de compter pour du beurre et je ne réalisais pas que je jouais un rôle. Et un jour... Truffaut m'avait dit que, je pense que, je ne sais plus quel était ce metteur en scène américain important, j'ai un trou, qui lui avait demandé si la Script Girl de La Nuit américaine était sa vraie Script Girl, ce qui était un compliment formidable, mais moi ça m'avait vexée, je n'en avais pas pris pour une actrice, j'étais furieuse. Et Truffaut, dans le contact qu'il pouvait avoir avec vous, essayait de vous inhiber, de vous impressionner ou vous libérer, ou tenter de libérer votre talent? Non, on a tout de suite été assez complices.
Il m'avait dit, bon, il faut qu'on se tutoie parce que il vous voyait tout le monde, François. C'était quelqu'un qui ne tutoyait pas facilement. Il m'avait dit, il faut qu'on se tutoie parce qu'on se tutoie en jouant, donc il faut se tutoie. On n'a jamais réussi à se tutoyer et dès qu'on jouait, on se tutoyait. Mais on a été très vite complices, très vite... ça s'est passé sans problème. Quoi. Et c'est lui qui a contribué à votre... Ah oui, il m'a... irruption dans le monde du cinéma. Oui, absolument. Il a confirmé avec La Chambre verte. Voilà, tout de suite après, Piala m'a engagé pour un film magnifique, malheureusement, qui a été très peu vu, qui s'appelait La Gueule ouverte. Et puis ensuite, vous savez, quand on commence avec Truffaut, après on tourne avec Piala, c'est une belle carte de visite. La nuit américaine, je le dis, ils sont rares ceux qui ne savent pas aujourd'hui que c'est un procédé, un trucage. Oui. Et le film, symboliquement, portait sur les artifices du cinéma. D'ailleurs, Truffaut le dit très bien dans l'extrait qu'on a choisi. On peut tout faire au cinéma, avec n'importe quoi. Et il lit le journal. Et donc ce film sur les artifices du cinéma, ça ne vous a pas dissuadé de continuer votre carrière dans ce monde-là, où parfois il y a des choses fausses, comme dit Truffaut? Non, mais moi, c'est ça que j'aime dans le cinéma. C'est tout ce qu'il y a de faux. C'est parce que c'est faux et c'est vrai. Parce qu'en définitive, on passe par des artifices, mais pour vous donner des véritables émotions. Donc ça n'est pas, c'est ça qui est beau, c'est l'artifice du cinéma qui est magique. Et même il regrettait, plusieurs années après, il m'a dit, ah, j'aurais dû faire une scène d'amour, montrer comment ça se passait, parce que les gens s'imaginent les scènes d'amour, les acteurs prennent un pied géant, etc. Non, c'est pas vrai. C'est pas le cas. Il y a l'accessoiriste, rarement. Il y a l'accessoiriste qui est là, qui tire le lit, vous avez le perchman juste au-dessus de vos fesses, qui est là, on vous dit, non, faut recommencer entre chaque scène, parce que dès qu'on s'embrasse, on est rouge, il y a eu du maquillage qui est allé sur la joue de votre partenaire, enfin tout ça est très compliqué. Et donc mais c'est beau, c'est sublime, ça paraît facile. C'est pas une émission psy, hein. Puis moi j'ai pas les qualités pour ça, mais c'est ça aussi la contradiction, la complexité entre la pudeur, qui est la vôtre, qui est celle d'autres aussi, acteurs ou actrices, et puis on montre ses fesses devant un perchiste ou un... Oui, mais ça c'est... D'abord, on les montre pas très très souvent, ces fesses, premièrement. Et en plus de ça, si vous voulez, c'est... très souvent les acteurs sont assez réservés, assez timides. C'est le dédoublement, c'est le paradoxe de l'acteur, c'est-à-dire que c'est le dédoublement, c'est le fait d'être... Moi, je suis bien avec moi-même si je suis souvent quelqu'un d'autre. Ça s'appelle le complexe de Démosthène, ça vaut aussi pour les hommes publics, en politique absolument. Par exemple. Ils ont très souvent une enfance timide, repliée, parfois vécue comme un handicap. Et c'est pour surmonter ce handicap, en tout cas vécu comme tel en enfance, qu'ils choisissent pour se violenter un métier public. Pour parler au public, pour se prouver en fait qu'ils n'ont pas été handicapés par cette timidité. Parfois même un bégaiement, ça arrive. Démosthène, bégayer. On vous voit culotté dans le film La Nuit américaine. Je vous sais très souriante et riante dans La Parisienne, au théâtre, vous l'êtes là. Oui, ça m'arrive d'avoir des fous rires et c'est grave, ça. Mais vous avez eu justement des rôles, tout au long de votre carrière cinématographique, plutôt graves, plutôt sérieux. Oui, alors heureusement, il y a eu quelques soupapes, mais moi, je suis quelqu'un dans la vie... j'ai un besoin de rire très, très, très fort, quoi. Je ris facilement et je trouve qu'il faut arriver, à part, bien entendu, des choses... très grave. Très souvent, il faut dédramatiser les choses et il y a toujours un côté drôle dans la vie. Si on prend le temps d'observer, même quand on a des tuiles, etc., il y a toujours un côté comique. Et ça, c'est quelque chose dont je suis très sensible et que j'ai le sens de ça, je le vois. Mais souvent, on m'a proposé des rôles assez dramatiques, assez tragiques. J'essaye j'en suis sortie de temps en temps. Là, j'ai tourné une comédie cet été et j'étais ravie parce que c'est une vraie comédie avec un rôle vraiment comique. Les Enfants de Salaud. Enfants de Salaud, il n'y a pas les enfants. Enfants de Salaud. Avec Anémone et Jean-Yann. Avec Anémone, Jean-Yann, François Cluzet et une actrice américaine qui s'appelle Molly Ringwald. Et c'est Tony Marshall, qui avait fait déjà avec Anémone Pas très catholique, et qui l'a mis en scène. Et c'est une vraie comédie avec un rôle... on ne m'a jamais vu des trucs comme ça et je me suis... On ne s'amuse pas plus en tournant une comédie qu'une non-comédie, parce que c'est difficile une comédie, c'est très difficile. Souvent du reste les acteurs comiques sont des gens très angoissés dans la vie. Et j'ai tourné avec Truffaut justement, mettons la Chambre verte, qui était un film très noir, on tournait dans des cimetières et on a eu des fous rires tout le temps parce que c'était des soupapes, si vous voulez, pour se défendre. Mais là j'étais ravie d'avoir un rôle. Et là vous jouez le rôle d'une bourgeoise un peu... d'une intellectuelle complètement coincée et qui se décoince carrément à la fin du film. Et Ludovic Fortin a rencontré le metteur en scène, la réalisatrice Tony Marshall. Ah bon? Je suis contente de te voir, j'ai encore fait des cauchemars. Moi, je réfléchis, ça m'empêche de dormir.
Où est-ce qu'on est? On est dans la salle de montage, évidemment, en train de monter Enfant de salaud. C'est-à-dire que toute la journée, je regarde Nathalie. Tout le monde sait que c'est une comédienne formidable, donc c'est pas là-dessus que je vais intervenir. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'elle a l'air toujours comme ça, très organisée, très comme ça. On a l'impression que rien ne dépasse. En fait, elle est totalement dyslexique. Elle se trompe de textes, de mots. Et alors, comme elle est très organisée, elle avance la main comme ça pour dire un mot qui est faux. Mais elle l'affirme absolument, et donc personne ne dit rien, et le mot passe, et hop, et après elle dit « j'ai peut-être dit quelque chose de faux ». Un jour, elle a fait une chose extraordinaire. Il y avait un Vincent Elbaz qui lui courait après en disant « j'ai rien à voir là-dedans, on pourrait se revoir », et elle répondait « je ne sais pas ». Première prise, le clap. Mais enfin, j'ai rien à voir là-dedans, on pourrait se revoir. Elle se retourne vers lui. Je vois un grand blanc et elle dit « qu'est-ce que je dis ?» Alors j'envoie « je ne sais pas ». Elle se retourne vers moi, elle me dit « comment ça tu ne sais pas? C'est toi qui l'as écrit !» Donc voilà. Elle a un côté petite fiancée des Français, hein, qui est ce qu'elle peut être aussi, parce qu'elle est absolument délicieuse et charmante, mais elle est plus compliquée que ça, elle est plus mystérieuse que ça, elle est totalement désorganisée, elle a un mélange, elle est blanc, noir, elle est plus compliquée. On a l'impression de se faire par caméra interposée des compliments, et alors que c'est simplement quelque chose de vrai qu'on pense sur quelqu'un, mais qu'on pourrait dire en intimité. Le fait qu'il y ait une caméra, d'un coup je me dis mais ça a l'air d'être un coup de cirage ou un coup de brosse à reluire, alors que c'est au fond une sorte d'affection et d'estime réelle sur la personne et l'actrice. Alors c'est quand même emmerdant que ça soit aussi difficile de le faire devant une caméra. Caméra. On peut dire caméra plus tendrement, Tony Marshall. On n'a pas vu, on ne voit pas les images, les extraits de ce film parce que c'est en plein montage. On a entendu, si j'ose dire, les images grâce à Ludovic Fortin. Le film sort en été. Il sort en mars, je crois. Ah, au printemps, donc. Au printemps. Ouais. Bon, elle dit de très belles choses sur vous. Là. Oui, mais je suis contente. Enfin, elle me dit des très belles choses sur moi, et bien sûr, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que Tony dit des choses qu'on ne dit pas en général. C'est vrai que je donne cette impression d'organiser. C'est vrai que j'ai quitté l'école très jeune à 14 ans. J'étais une grande dyslexique, que je confonds sans arrêt un mot pour un autre. Alors, je ne croyais pas si bien dire, le complexe de Démosthène. Mais oui, c'est ça, tout à fait. Je le savais pas. Voilà, je confonds toujours. Alors, mettons, les gens qui m'entourent savent très bien quand je dis ferme la fenêtre, ça veut dire ferme le radiateur ou les trucs. Enfin, je passe mon temps à mélanger les choses. J'ai un côté complètement dedans et à côté, quoi. Je suis très concentrée sur certaines choses et en même temps je suis à côté de mes pompes et donc ça fait des mélanges, c'est un peu bizarre. Et j'ai toujours rêvé qu'on me propose des rôles comme ça, mais les gens de la profession ne connaissent pas trop ce côté-là de moi, je crois. Je le planque trop. Est-ce que de ce point de vue, le fait que ce soit une femme vous a aidé dans le tournage? Non, alors moi je dis toujours que je ne fais pas de différence entre les hommes et les femmes au point de vue metteur en scène, vraiment pas. Mais je fais en revanche une grande différence entre les metteurs en scène qui ont été acteurs et ceux qui ne l'ont pas été. Et du reste, Truffaut m'avait dit ça un jour, quand il a joué dans le film de Spielberg. C'était lequel film? C'est pas... Ça y est, vous voyez. Oui, moi aussi, alors, bon, voilà, je vous rassure. Mais rencontre sur un troisième type, c'était ça, une rencontre du troisième type. Et là, il a été acteur et il s'est rendu compte du travail que c'est. Et son attitude avait changé après avec les acteurs. Et les metteurs en scène comme Nicole Garcia ou Tony Marshall, sauf que ce sont des femmes qui sont elles-mêmes des actrices ou qui ont été des actrices, ont un rapport avec les acteurs et avec le plateau très différent. Et Nicole Garcia nous l'a confirmé sur ce plateau. Ah ouais. Ça ne vous donne pas, vous, envie un jour de réaliser, d'être derrière la caméra ou... Écoutez, pour le moment, non. C'est vrai qu'on a toujours envie de raconter un rêve comme ça, c'est assez... Mais je pense que j'ai pas... Elles ont une énergie, ces femmes, une volonté comme ça de tenir un projet jusqu'au bout que j'admire beaucoup. Je ne sais pas si je l'aurais. Je suis peut-être trop rêveuse et trop, justement... Mais diriger des hommes, ça ne vous ferait pas peur? Non, diriger des acteurs, diriger des hommes, non, mais diriger des acteurs et donner comme ça, d'aider des acteurs à rentrer dans un personnage, c'est quelque chose qui est très séduisant. Mais moi, curieusement, je serais très attirée
par quelque chose de tout à fait différent, c'est que j'adore les reportages, les vrais reportages, et j'aimerais un jour, j'aime bien les caméras, mais le vrai reportage, vraiment brut de décoffrage, rentrer dans la vie des gens, rentrer dans l'âme de quelqu'un. C'est quelque chose que j'aimerais peut-être faire. Alors, Naomi Benyamin, si vous écoutez l'émission Envoyé spécial, voilà, c'est un très beau créneau, parce que de temps en temps, il demande à des metteurs en scène ou à des acteurs d'aller voir la vie. Ça, j'aimerais assez faire ça une fois. Et d'aller la filmer. On vous retrouve dans quelques instants. Excess pour hommes. Paco Rabanne. Vous avez déjà fait l'amour avec un homme? Pardon? Vous avez déjà fait l'amour avec un homme? Non. Moi, je peux vous dire, c'est formidable. Les soins Laurence d'Alice. Jamais la beauté n'a eu autant de tempérament. Oser la lumière. Excess pour elle. Allô? Ne manquez pas. Ne manquez pas. Si vous croyez que samedi prochain, vous allez voir le Père Noël patiner avec Nancy Kerrigan et Aaron Neville entonner des chants de Noël de sa voix de velours, c'est que vous croyez encore au Père Noël. Et vous avez raison. Noël sur glace, samedi à 20h30. Alors on retrouve Nathalie Baye toujours en direct dans ce 20h de Paris Première. Vous jouez, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, qui ont quitté les grands journaux d'information que vous aimez, les journaux de reportage, et qui nous rejoignent sans doute, La Parisienne au Théâtre de l'Atelier dans le 18e arrondissement. Vous nous disiez tout à l'heure que déjà adolescente, vous étiez un petit peu grisée par des notions de liberté. Vous avez quitté très tôt et l'école, je crois que vous l'avez dit. Ouais. Et la famille, enfin, en tout cas la France. Oui, je suis partie c'est-à-dire que, donc, comme j'avais des difficultés à l'école, mes parents ont eu l'intelligence de ne pas me pousser absolument à continuer mes études. Enfin, j'ai continué par correspondance, qui est totalement bidon. Et je suis rentrée dans une école de danse professionnelle. Et donc, à 17 ans et demi, je suis partie à New York et je suis restée 1 an et demi. Seule. Mais dans une famille, j'étais au pair, ça s'est bien passé. Puis après, j'ai travaillé, j'ai fait pas mal de danse là-bas, donc même beaucoup. Et ensuite, j'étais avec 2 filles, on partageait un petit studio. Enfin bon, ça a été une période qui m'a assez difficile, assez rude, parce que c'est pas facile, et en même temps formidablement positive. Et quand je suis rentrée en France, j'avais l'impression d'avoir les épaules plus solides et la tête mieux construite que par Parce que quand on dit danse, on pourrait croire cigale. Or, la danse, c'est quelque chose de rude. Vous savez, moi, la danse, ça a été un passage essentiel dans ma vie. Et je pense que ça m'a appris la rigueur, parce que j'étais comme ça, assez rêveuse. L'école, ça fonctionnait pas très bien. Et la danse, c'est une école et une discipline tellement infernale que ça vous avait pas... Après, quand je suis rentrée dans un cours d'art dramatique, ça m'a paru tellement facile. Justement, on a voulu comprendre nous-mêmes en envoyant Lionel Boisseau, qui nous présente une jeune danseuse aujourd'hui, une jeune danseuse contemporaine, Virginie Messina. J'ai commencé par le classique et c'est vrai que c'est de la rigueur. C'est beaucoup de rigueur. J'étais toute petite, j'ai dit à ma mère je vais prendre un cours de danse. Et puis dès ce premier cours, en fait, je suis vraiment allée à fond là-dedans, quoi.
On n'a pas de support de texte, mais il y a de la voix parfois. Mais pour moi, ça rentre quand même dans... C'est de la danse. C'est du mouvement. La chaise, j'aimerais bien qu'au lieu de le faire en à-coup, tu le fasses hyper doucement et que tu lui mettes la chaise au-dessus de la tête. Ça correspond aussi à une évolution énorme de la danse depuis 10 ans. Alors, il y a des formes de travail, on ne sait plus du tout si ça s'appelle de la danse, du théâtre. C'est très difficile, hein. Moi, j'arrive plus à parler concrètement de ça, parce qu'à chaque fois, on est obligé de faire des rectifications sur les mots, et notamment aussi avec tout ce que ça trimballe comme cliché par rapport au départ à la danse classique et maintenant. Alors souvent, on a l'impression que parce qu'on ne monte pas sur pointe, c'est pas fatigant et ça demande moins de rigueur, ce qui est absolument faux. J'ai envie de mélanger les arts, m'intéresser à autre chose aussi que la danse. Parce que ça, je crois que ça enrichit énormément. Comme la vie peut enrichir la danse et la danse peut enrichir la vie. C'était ça? Ah oui, enfin, là, effectivement, c'est une danse qui est beaucoup plus contemporaine, mais certainement très beau, parce que c'est vrai qu'il y a une évolution, ce que disait la chorégraphe, il y a eu un changement dans la danse ces 10 dernières années. En grande partie, je pense que Pina Bausch a apporté beaucoup de choses comme ça, parce que moi, la danse classique, ces temps-ci, à part quand c'est des fabuleux danseurs, c'est devenait un peu ronronnant et un petit peu ennuyeux, et là, il y a eu quelque chose de très nouveau et de très fort qui s'est passé dans le domaine de la danse. Mais c'est pas de la rigolade, quoi, la danse. C'est dur, c'est rude. Et pourquoi êtes-vous entré dans ce monde-là? Le besoin de vous exprimer par le corps, puisque vous étiez justement dyslexique à Non, mais j'ai commencé très jeune. Ma mère m'avait fait faire de la danse très très jeune. J'allais 3 fois par semaine, Place Clichy, Studio Vaquer, prendre des cours avec une femme russe qui était formidable. Et puis j'ai continué tout le temps. Et après, j'ai habité dans le Midi et j'ai travaillé chez une autre femme russe qui s'appelait Marika Bezobrazova à Monaco. Et puis voilà, donc à un moment, cette danse, elle était là, elle était très présente. Et puis l'idée de quitter l'école a contribué pas mal à rentrer dans la danse. Là, vous partez pour les États-Unis, vous revenez au bout d'1 an ou 1 an et demi. Mais quand vous revenez, c'est galère, quoi. Ah oui, ça a été dur, parce que si vous voulez, quand je suis revenue en France, les Français ne sont pas très ballettomanes. Maintenant, ça redevient, mais il y avait peu de travail pour les danseurs, je veux dire pour les acteurs. Et j'ai fait des tournées, des trucs invraisemblables, quoi, pour gagner ma vie. Puis un jour, avec une amie danseuse, un jour de grand désespoir, j'ai été dans un cours d'art dramatique chez René Simon, voir comment c'était. Et puis j'ai trouvé ça très, très intéressant, ça m'a plu. Et petit à petit, comme ça, j'ai été prendre des cours. Et un jour, ce René Simon, qui était un homme merveilleux, m'a demandé comment je faisais pour payer mes cours. Je lui ai dit que je faisais des tournées. Et il m'a dit, tu payes pas, mais tu travailles. Et je suis restée 1 année pour me présenter auprès du conservatoire. Il m'a aidé à préparer le conservatoire et il ne m'a pas fait payer. Mais je bossais beaucoup parce que venant de la danse, où j'étais habituée à faire des heures de bar et un travail invraisemblable, quand j'arrivais dans ce cours d'art dramatique, quand les élèves passaient 1 ou 2 scènes, moi j'en passais 8. C'est dans cela que ça vous a aidé, quoi. Oui. Une discipline de vie, oui, une vraie rigueur. discipline, oui, une vraie discipline. Et est-ce que ça vous a aidé aussi dans la façon dont vous avez, je vais employer un mot affreux, mais géré votre carrière? Parfois des triomphes, de très gros succès, de grands metteurs en scène qui vous ont appelé, et toujours l'impression que vous dégagez. On ne gère pas ça. Une apparence calme, de femme tranquille. Oui, mais ça c'est bon, c'est mon caractère, comme ça, j'arrive pas à... En tout cas, pas enivré par tout ça. Non, parce que, alors ça c'est le recul, ça c'est la lucidité. La lucidité, je suis très lucide. La lucidité, c'est une amie et une ennemie. C'est une amie parce que ça vous fait perdre la tête, parce que ça vous prenez pas au sérieux, parce que tout ça, c'est d'être filmé, une caméra, une interview, c'est très valorisant, mais en même temps, ça peut disparaître. C'est pas essentiel, si vous voulez. Si on n'a que ça et on n'a rien derrière, on n'est pas grand-chose. Et en même temps, la lucidité, ça vous permet aussi, c'est assez douloureux parce que ça vous empêche parfois d'y croire. Ça vous empêche parfois, ça vous coupe le rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous empêche de vous dire « Ah, c'est génial !» Non, on a toujours cette espèce de petit recul.
Mais donc ça, mais on ne gère pas une carrière. Vous savez, les gens, ils ont envie de vous engager, ils n'ont pas envie de vous engager. Vous savez, beau être, si vous êtes à passer votre temps, vous avez des coups de téléphone en étant... Moi, j'ai jamais donné un coup de téléphone pour qu'on m'engage. Alors, il y a eu des moments où on m'a engagé, des moments où on m'a... Il y a une carrière qui dure, ce qui est un peu mon cas, ben, il y a des hauts, il y a des bas, et puis il faut savoir les vivre. Il faut savoir avoir des choses à côté, quoi. Alors la lucidité, c'est pas se laisser griser, c'est pas les folles nuits. Donc vous n'êtes pas forcément informé, c'est parce que c'est aussi le sens de cette émission. Oui. On informe ceux qui nous regardent de l'actualité culturelle. Donc vous ne savez pas que le disco revient, paraît-il. Ah bon? Vous le saviez? Non. Alors moi non plus, mais c'est Franck Pelletier qui nous l'apprend. Le disco et donc le découvre avec les films, notamment Saturday Night Fever, avec les vidéos de tous les groupes disco qu'on a pu voir dans les années 70 à 80. Des groupes tout neufs ne pourront jamais faire du disco. Par contre, les anciens continuent, ils reviennent. Vous avez Bonnet M, vous avez Hernandez, Patrick Hernandez, vous avez Ottawa qui tourne partout en discothèque actuellement. Il faut savoir que tous ceux qui s'étaient endormis, qui ne vendaient plus de disques et qui avaient un peu sombré dans l'inconnu, reviennent maintenant avec leurs compilations, avec leurs disques. Sur Skyrock, je vous propose de vous replonger dans les années disco. Des artistes disco des années 80 qui sont sans arrêt pubés en télé par le biais de compilations, qui sont encore écoutés en club et qui donc touchent par ces deux canaux les jeunes. Et puis on s'aperçoit qu'il y a de très grands morceaux. On reprochait à cette musique d'être simple, ce que tu disais tout à l'heure, ou non, elle n'est pas simple. C'est pas simple, c'est bien, c'est efficace, ça correspond à un besoin, le besoin de danser et de s'éclater et de ne pas se prendre la tête. Eh bien, cette musique, elle est parfaite pour ça. Il y a des morceaux qui ont 15 ans, qui sonnent comme s'ils étaient encore, qui venaient juste de sortir. C'est super, bravo à eux. Et ces morceaux resteront, comme Beethoven et Mozart. C'est plutôt un phénomène social qui est en train de revenir un peu au goût de ce qui était dans les années 70, plutôt que le fait musical. Tandis ça va au niveau des vêtements, au niveau de... Attendez, c'est pas la musique qui a remis les années 70 en avant. Hein. Voilà, il s'est zappé lui-même. Hein. Oui. Vous, c'est... Non, mais en définitive, c'est un truc pour danser et pour bouger, donc c'est que ce soit du disco ou... moi, je préfère le rock, mais j'aime bien danser, j'aime bien bouger, de temps en temps s'enivrer comme ça, donc voilà. On a pris un nouveau terme, pubé. Pubé. Alors vous là, connaissiez franchement, ce je trouve ça très, très, très vilain. Alors là, vraiment, non, je ne connaissais pas. Et pourtant, vous n'êtes pas conservatrice. Non, mais il y a des mots qui sont à l'oreille, vous voyez, on trouve ça moche, quoi. Pubé, je trouve ça vraiment très laid. Tout à l'heure, vous disiez... Enfin, je suis peut-être conservatrice, après tout, pour certaines choses, pourquoi pas. Pourquoi? Pourquoi on veut tout... On a tellement peur de ne pas faire jeune dans le coup, etc., qu'on n'ose même pas plus... Mais il y a des choses où, parfois, c'est pas plus mal d'être conservateur. Ah, mais ces dernières années, c'était un petit peu ça, une sorte de jeunisme, il fallait faire jeune, même quand on a 50. Oui, alors là, maintenant, je trouve que il faut lancer ça, on va dire que c'est complètement démodé. Mais je crois que non, mais ça y est. Ah bon, alors tant mieux. Oui, alors je suis complètement out. Ah non, là, vous êtes dans l'air du temps, ça. Ah bon, oui, non, il faut être soi-même. Ah oui, voilà. Je crois que les années 90, les années 2000, il faut être soi-même. Voilà.
Ça a été un grand boulot. Oui, énorme. Tout à l'heure, je crois que vous êtes resté, vous-même, vous avez dit, il y a une façon de résister à l'ivresse comme ça, de la lumière et des paillettes, c'est être soi-même, c'est avoir certaines choses. C'est qui? C'est votre fille? C'est Laura? Ah oui, bien sûr, ma fille, c'est quelqu'un qui, les enfants, ça vous replogue, je vais vous sortir un mot. Non, tout de suite, ça vous remet dans la réalité des choses. Ça, c'est évident qu'on peut pas... on ne peut pas leur faire de numéros. Quel âge a-t-elle? Elle a 12 ans. Ah, 12 ans. Donc, il y a son regard sur votre... C'est encore des tout petits enfants et en même temps, ça commence à être des vraies personnes. Et alors, à ses yeux, vous êtes qui? Vous êtes évidemment une maman, mais est-ce que vous êtes star? C'est quoi votre statut à ses yeux? Je suis une actrice. Je suis une actrice. Le côté star, le côté... oui, bon, elle voit bien qu'elle a une mère connue et tout, mais comme elle a un père très connu, vous savez, maintenant, elle vit avec ça depuis toujours, elle ne s'en rend pas compte. Si elle s'en rend pas compte, mais c'est dans la normalité. C'est vous qui dites père très connu, pour ceux qui ne le savent pas encore. Pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est Johnny Hallyday. Et moi, je ne vous poserai pas de questions, les sempiternelles qu'on vous pose sur le père de votre fille Laura. Donc, elle a un regard très lucide sur votre... Oui, elle a un regard très lucide sur mais les enfants, quand ils voient leurs parents à la télévision, c'est normal, puisque depuis toute petite, elle voit ses parents à la télévision, ou au cinéma, ou sur scène. Et puis les enfants, ça vous réveille, ça vous tient en éveil, et en même temps, ça vous empêche de vous prendre pour quelqu'un d'autre que ce que vous êtes. Et auprès d'elle, vous démythifiez votre image, enfin votre statut, ou vous... Mais j'essaye pas, je suis à la maison, ce que je suis moi-même, mais j'essaye pas l'image, c'est quelque chose que je ne sais pas de contrôler et je m'en préoccupe pas trop, vous savez. L'image, de toute façon, elle existe. On n'est pas à la peaufiner comme ça. À partir du moment où on essaye de trop la peaufiner, il y a un moment où ça se casse, ça n'existe plus. Ou alors, c'était les temps des studios américains où il y avait vraiment, c'était un travail fait par les studios, etc., où les acteurs, on leur donnait leur texte. Ils n'allaient pas à une interview comme ça, c'était déjà préparé et tout. Maintenant, c'est plus. Maintenant, il faut vivre avec notre temps, c'est plus comme ça. Ici, on essaye de construire une image. Je trouve qu'au bout d'un moment, elle peut se ciseler, tandis que si on essaye d'être soi-même, d'abord, c'est beaucoup moins fatigant. Et en plus de ça, ça dure. Ça veut dire que vous n'éprouvez pas ce sentiment d'éternité qu'on peut éprouver quand on est au sommet, quand on est... Ben non. Personne n'est éternel. Les films le sont, ils peuvent durer, mais nous, on ne l'est pas. Non, mais votre image peut-être survivra. Peut-être, mais l'image de vos rôles. Peut-être, mais j'arrive pas à penser à ça. D'où vient cette lucidité, ce regard très net, parfois très froid que vous posez sur votre propre condition, sur la condition d'actrice, sur... Je sais pas, peut-être parce que j'avais des parents qui étaient eux-mêmes artistes, qui avaient beaucoup de mal parce qu'ils faisaient de la peinture, ils n'arrivaient pas à en vivre, c'était douloureux, ils avaient du talent l'un et l'autre. Ils ont du talent parce que j'ai toujours mon père. Et je pense que ça m'a empêché de faire un métier artistique, c'était quelque chose qui était normal, si vous voulez, c'était une normalité. Mon père ne se traitait pas, ne me disait pas, et ne se présentait pas comme un artiste peintre. Il allait travailler, il allait peindre, il va travailler, il travaille. C'est quelque chose de normal. Donc je trouve pas ça anormal ce que je fais. Ça fait partie de c'est ma respiration. Avec parfois de beaux moments avec vos parents et parfois des moments rudes où quand on est artiste peintre, on ne vend pas ses toiles. Non, mais c'est très difficile. Un peintre, je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile, un peintre. Oui, aujourd'hui. Parce que de vivre toute la peinture actuellement, c'est pratiquement impossible. Donc je crois que c'est ce qu'il y a de plus dur. Et j'ai vu ça de près et je suis émue par ça et je n'arrive pas. Nous, on a un métier, les acteurs, quand on travaille, quand on a la chance d'être dans la lumière, on est tout de suite aimé, on a des résultats immédiats. C'est très valorisant, mais si on prend ça au sérieux, c'est terrible. Alors moi, j'ai vécu parmi des artistes qui n'étaient pas plus grands que moi et qui n'étaient pas dans la lumière. Donc ça m'a appris à prendre ça avec recul. Merci beaucoup Nathalie Baye d'avoir été notre invitée. Ce soir, vous étiez très détendue. C'était Relâche. Demain, vous allez retourner au Théâtre de l'Atelier dans le 18e arrondissement pour jouer La Parisienne. Merci encore et bonne soirée sur Paris Première avec un film à 21h, Sidewalk Stories, un film de Charles Lanes, et à 22h40, Paris Déco. À demain 20h, bonsoir. Merci.
Thank you.